Vous regardez 64 minutes, merci d'être avec nous comme tous les vendredis. C'est Allons-y Franco, l'actualité vue par les médias francophones. Le Mali dans l'incertitude, les rebelles Touaregs et les djihadistes du JNIM ont fait alliance. Une semaine après leur offensive coordonnée, où en sommes-nous? On en débat avec mes invités. Bonsoir Adeline Percept. Merci d'être avec nous. Vous êtes la correspondante à Paris de la RTBF, notre partenaire belge. Face à vous, André Crétenant, bonsoir. Bonsoir. Journaliste suisse, auteur de la newsletter Un monde nouveau. Et cette offensive a vu le retrait des forces russes, l'Africa Corps. On y revient avec vous, Marie Gégaud, journaliste du Monde. Bonsoir, ancienne correspondante à Moscou. Et ce pays, le Mali, vous le connaissez bien, Michel Galli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Afrique et vous avez notamment écrit ce livre, La guerre au Mali. Alors c'était une guerre plus ancienne. Malheureusement, pour les Maliens, ça se poursuit. Alors la situation est très fluctuante, je le disais, après quelques jours de flottement, même Assimi Goïta, le chef de la junte, a fini par réapparaître en milieu de semaine. Les traits tirés, il s'est voulu rassurant. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Alors, cette déclaration, elle date du 28 avril. Michel Galli, est-ce que la junte est aux abois aujourd'hui? Aux abois, c'est beaucoup dire, mais ils ont reçu des coups très durs, notamment l'attaque du JNIM, l'organisation islamiste, sur le camp de Kati, où le numéro, donc c'est le camp à 20 km de Bamako, où réside le gouvernement militaire, et le numéro 2, le ministre de la Défense Sadio Camara, a été tué, avec d'ailleurs sa famille et 17 gardes. Oui, il y a eu ses funérailles hier. Tout à fait. Et puis, évidemment, le plus fort, c'est l'attaque sur Kidal, qui est une petite ville touareg, si on peut dire une cité-État au nord-est du Mali, qui a été repris, alors là, par les Touaregs, le Front de libération de l'Azawad. Là, ils disent qu'ils ont repris le camp de Tessalit, donc ces rebelles Touaregs. Est-ce que c'est une prise importante ou pas? Oui, c'est stratégique parce que c'est aux frontières toujours du nord, pour autant c'est éloigné de la capitale Bamako, mais c'est une nouvelle ville, nouveau camp militaire, après effectivement Kidal. Donc il y a les camps militaires et puis, c'est ce que veulent les islamistes au sud, l'encerclement de la capitale de Bamako. Alors Adeline, est-ce qu'on peut parler d'une alliance de circonstances? Alors c'est vrai que ce n'est pas la première fois, mais là, ça a surpris en tout cas la junte par la multiplicité des offensives. Oui, on peut parler d'une alliance de circonstances entre le JNIM et le FLA, les Touaregs au nord. Première observation, alliance, parce qu'on voit que ces attaques, elles ont été préparées, elles ont été coordonnées. Et deuxièmement, alliance de circonstances, parce que les deux organisations n'ont pas du tout, a priori, les mêmes objectifs. Les Touaregs, ils veulent l'indépendance du nord du pays, et le JNIM imposer la charia dans le pays. Donc là, il y a quand même une question sur l'alliance de circonstances et le but de cette alliance. Oui, effectivement, ce sera l'après, on va y revenir. Mais Bamako, la capitale, serait sous blocus. C'est ce qu'affirme l'un des porte-parole du JNIM, ce groupe armé djihadiste. On écoute. À compter d'aujourd'hui, l'accès à Bamako est totalement fermé. Sortir de la ville ne pose aucun problème, mais y entrer est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre. Quiconque s'entêtera à emprunter les routes menant à Bamako et Kati en assumera les conséquences, y compris le risque de mort. Voilà, prendre Bamako ou pas, André Crétenant, ça c'est vraiment une question. C'est pas la première fois qu'on se demande si le JNIM pourra y arriver, mais là, ils ont l'air encore plus fermes que d'habitude. Alors, je dirais plus déterminé, quoique le blocus, ce n'est pas un blocus complet, c'est-à-dire que les djihadistes ne veulent pas non plus que la population se retourne absolument contre eux. Donc, je dirais que c'est un blocus variable, un peu comme il se passe ailleurs sur certains blocus. Non, moi, ce qui me frappe, en plus de l'alliance en fait de circonstances, c'est-à-dire cette victoire tactique, cette alliance entre d'une part les indépendantistes touaregs et d'autre part les djihadistes, c'est aussi une victoire un peu stratégique, c'est-à-dire que on voit bien qu'ils aimeraient bien que les Russes restent en dehors de ce conflit. Ce qu'ils souhaitent, c'est une chute du régime actuel, et ils ont lancé des messages du côté de Moscou pour demander aux Russes de rester en dehors. Donc c'est à la fois une victoire tactique très étonnante qui s'est faite en quelques heures, ce qui montre aussi que l'État et l'armée malienne n'ont pas beaucoup de renseignements sur le terrain, et aussi
une approche stratégique qui pourrait cette fois-ci les faire gagner. C'est pas impossible. Alors justement pour les Russes... Et en plus, je m'excuse, mais vous n'aurez pas les Français qui vont sauter sur Bamako pour venir à leur secours. Alors, et on va revenir sur effectivement la France qui a été déboutée, enfin qui a été boutée hors du Mali et donc qui a été remplacée, si je puis dire, par les Russes. Là, on a vu ces images, alors avec Assimi Goïta, le chef de la junte, entouré de ses responsables russes. On a vu ces convois militaires de Russes partir de Kidal. Est-ce que ça vous surprend, Marie Gigot? Parce que c'est vrai qu'ils ont quand même investi beaucoup. Le Financial Times parle de 500 à 900 millions de dollars donnés aux Russes pour protéger. Là, oui, ils ont failli. En effet, ils ont failli à leur mission. Enfin, c'est quand même un camouflet pour les Russes, le fait d'être sortis de Kidal et maintenant de Thessalite, parce que ce qui est frappant là-dedans, c'est qu'ils sont là pour protéger la junte et qu'en fait, ils sont incapables de la protéger. Donc, et comment on l'explique ? Pas assez d'hommes, pas assez de renseignements ? C'est pas tellement étonnant finalement parce que, vous voyez, par exemple, en janvier 2026, il y a eu une attaque au Niger sur l'aéroport de Niamey. À côté, il y avait la base, je ne sais plus, disons la base numéro 101, où il y a 200 gars de Africa Corps, des soldats. Parce que maintenant, Africa Corps, quand même, il faut faire la différence avec Africa Corps, ils ont pris la succession de Wagner. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, ils sont vraiment sous la coupe de l'État, beaucoup plus qu'à l'époque de Wagner, ils sont intégrés au ministère de la Défense. Donc ils reçoivent du matériel. Enfin bref, ils étaient à Niamey, il y a eu l'attaque, ils ont mis 3 heures pour faire quelque chose. Donc les Russes, ils ont souvent été pris comme ça en flagrant délit. Pareil, quand il y a eu le blocus sur les carburants là, à Bamako, ils n'ont pas fait grand-chose finalement. Donc ils sont quand même à la fois faibles aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient, en 2025, les Russes ont renforcé l'armement, et ils ont créé un corridor logistique à partir de Conakry. Parce qu'à Conakry, ils ont une base là, portuaire, parce que l'oligarque russe Deripaska a des mines de bauxite et il a toute une installation portuaire, etc. Donc les Russes ont fait transiter. Alors, 3 convois ont été bien analysés. Alors c'est intéressant, c'était des bateaux de la flotte fantôme. Ils sont partis de Mourmansk, tout au nord. Voilà, ils ont traversé l'Atlantique, personne n'a rien vu, et ils ont apporté des armes qui ensuite sont allées de Conakry à Bamako. Mais ces armes, finalement, elles ne servaient pas tellement à l'armée malienne. C'était pas pour l'armée malienne. Du matériel bien trop neuf. Pour les hommes, pour les soldats russes. Est-ce qu'ils se sentaient déjà menacés? C'est probable. Enfin, pour résumer, on peut dire que quand même... alors, on ne sait pas ce matériel, où est-ce qu'il est maintenant ? Parce que, voilà, quand ils ont évacué Kidal, est-ce qu'ils ont évacué aussi ce matériel? Ils avaient par exemple un Sukhoi 24, un bombardier tactique qui avait été livré, je ne sais pas si... Voilà. Donc ils sont lourdement armés. Juste, Michel Galli, peut-être une réaction. Et moi, j'aimerais juste qu'on revienne sur Bamako, parce que Bamako, si Bamako tombe, ça veut dire que c'est la fin de la junte? Oui, ça certainement. Mais vous voyez... Si on reprend un peu les thèses chinoises d'encerclement des villes par les campagnes, c'est un peu ce qui se passe. Vous voyez, on dirait que le JNIM d'un côté et les Touaregs du FLA de l'autre n'ont pas les capacités de prendre une capitale, parce que c'est la même chose au Burkina, la même chose au Niger, mais ils tiennent par contre les périphéries, vous voyez. Alors pour répondre à la question, on dirait que Africa Corps a fait un accord avec les Touaregs du FLA pour partir avec leurs armes légères, mais ils ont laissé les armes lourdes. Et ce qui est très étonnant, d'une part, c'est que le renseignement militaire du gouvernement malien n'a rien su, et donc on suppose des complicités, peut-être internes, vous voyez. Et d'autre part, que ce qui fait la différence, vous avez fait allusion au Sukhoi, c'est l'aviation du gouvernement et des Russes, et les hélicoptères d'assaut, et les tanks aussi, qui n'ont pas réagi, vous voyez, parce que c'est ce qui fait la grosse différence. On dirait qu'il y a eu ces jours-ci comment vous l'expliquez, c'est-à-dire complicité, ou c'est-à-dire que certains seraient plus, laisseraient faire, c'est ça? Bon, il y a plusieurs tendances, plusieurs clans au sein du gouvernement militaire. Tout le monde sait que Sadio Camara, qui a été tué, était le plus proche des Russes, avait été plusieurs fois ministre de la Défense, numéro 2 du pouvoir. Tout à fait. Alors, on ne peut pas les remplacer du jour au lendemain, notamment des réseaux personnels. Et surtout, ils ont des moyens de communication. Ils se sont infiltrés au cœur de Bamako et d'autres villes. Donc, on saura peut-être dans des dizaines d'années qui est derrière eux au point de vue de l'armement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des bases arrières en Algérie d'un côté, pour le JNIM, et en Libye de l'autre, pour les Touaregs. Et que des armements passent à droite à gauche. Je pense qu'il y a d'autres raisons. C'est que les Russes ne sont pas là pour se faire tuer.
il y a deux raisons principales. Les Russes sont là pour avoir une certaine influence en Afrique, pour pouvoir compter aussi sur ces pays lorsqu'il y a certains votes aux Nations Unies, notamment sur l'Ukraine. C'est le pouvoir d'influence russe sur le continent. Et la deuxième chose, c'est quand même l'accès, par exemple, à l'or, c'est l'accès, évidemment, aux richesses du continent. Ils sont là. En même temps, ils étaient quand même payés pour assurer une certaine sécurité. C'est une illusion. Ils sont là pour assurer la sécurité de la junte, essentiellement. Mais ils ne l'ont pas fait, là. Oui, ils l'ont pas fait. Et pas tellement la sécurité de la population contre l'avancée djihadiste. Il faut dire aussi que la Russie est dans une situation peut-être un peu compliquée. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ses alliés, notamment son allié au Venezuela, qui est aujourd'hui en prison? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour les Syriens, pour le président syrien? Ce qui est assez amusant, c'est que la presse russe et les blogueurs militaires russes disaient mais vous savez, on est en train là... Parce que, évidemment, ils plastronnent les Russes beaucoup, ils ont toujours fait ça, ils le font. Alors ils disent non, mais on a bien réussi là, notre opération. Finalement, ils oublient Kidal et tout ça. Et ils disent finalement, on est en train de faire au Mali ce qu'on a fait en Syrie pour soutenir Bachar, qui était menacé par des djihadistes aussi. Mais ils oublient de nous dire que Bachar, ça s'est quand même pas très bien terminé. Que Bachar est à Moscou. Est à Moscou. Alors, Assimi Goïta à Moscou. Écoutez, on suivra ça avec attention. Adeline, c'est vrai que là, ça fragilise la position des Russes. Ils ont envie d'être sur le continent, mais là, ça donne quand même une mauvaise image. Une mauvaise image. Et en fait, Wagner et puis l'Africa Corps ont couru à leur propre échec. Il n'y a que 2500 hommes sur place pour couvrir un territoire qui est quand même immense, qui fait 2 fois l'Ukraine. Si on compare avec la mission qui était celle de l'armée française ou avec les moyens d'une armée comme les États-Unis, ils n'ont pas du tout la force de renseignement, par exemple. Et donc ça, je pense que ça fait que là aussi, ils couraient à l'échec. Et puis, ils n'ont pas non plus de moyens aériens que pouvait avoir l'armée française, ce qui fait qu'en réalité, la zone est assez peu couverte par ces forces-là et que ce qui devait arriver arriva au fond. Oui, effectivement. Alors, on va écouter le porte-parole du Front de libération de l'Azawad. Donc là, c'est vraiment le FLA, c'est les rebelles Touaregs. Il était l'invité de notre journal Afrique hier et il a été très clair concernant la Russie, justement. On va l'écouter. La Russie a pris part, malheureusement, et s'alignait du mauvais côté de l'histoire. Nous allons faire de notre possible pour dégager tout envahisseur. Nous demandons encore, nous réitérons la demande aux autorités des Russes de se retirer du territoire de l'Azawad. Voilà, il veut vraiment que tout le monde parte. Alors juste, est-ce qu'on parlait tout à l'heure peut-être des agendas divergents, Michel Galli, mais effectivement, il y a peut-être un moment, si la junte tombe, est-ce qu'ils vont se mettre d'accord entre les Touaregs qui veulent... qui veulent le nord, l'indépendance du nord du pays? Est-ce qu'il y aura une partition du Mali ou pas? Moi, je ne crois pas trop, mais c'est sûr qu'il y a des agendas différents. Ce que revendique le FLA, les Touaregs, c'est l'Azawad, c'est-à-dire le nord, qui est d'ailleurs quasi désertique du Mali. Tandis qu'il y a Dargali, le leader du djim, qui est plutôt du côté de l'Algérie, normal. Il veut conquérir la République du Mali pour en faire une république islamique. Et ensuite s'étendre, bien évidemment, au Burkina et au Niger, puisque tout est lié. Et puis, on le voit très bien sur la carte, s'étendre aussi vers le golfe de Guinée, par exemple vers le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana. Et donc, il a des ambitions beaucoup plus grandes, vous voyez, de faire, comme on disait à l'époque des Russes, à partir d'un pays conquis, de faire une sorte d'extension maximum. Est-ce qu'ils ont les moyens de leurs ambitions? Parce qu'on a beaucoup redouté la menace islamiste, terroriste, il y a des années en arrière. C'est aussi pour ça que la France s'était investie. Est-ce que là, c'est une inquiétude? Pas pour le moment, je dirais. Effectivement, vous voyez, il y a une double guerre. La guerre qu'on voit, et puis celle que l'on devine peut-être, dont on saura plus tard qui c'est qui arme, au fond, ces rebelles et ces islamistes. Et puis la troisième, si je peux dire, c'est la guerre des médias. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a des intoxications. Il y a des gens comme le porte-parole du FLA qui est très, comment dirais-je, qui diffuse beaucoup d'informations. Et puis, il y a des intox de tous les côtés. Et en même temps, il y a toute une jeunesse qui est d'ailleurs panafricaine, vous voyez, qui fait des comparaisons un peu curieuses, soit par exemple, vous l'avez dit, avec la Syrie, soit avec la guerre en ce moment en Iran,
soit alors avec d'autres rébellions, vous voyez, parce que ces rébellions Touareg, ça fait des dizaines d'années qu'elles ont lieu, avec par exemple la conquête de la Côte d'Ivoire par les rebelles de Guillaume Soro, alors que ça n'a rien à voir. D'accord, il y a beaucoup de confusion, donc faire attention à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Mais justement, sur la présence des Russes, Marie Gégaud, est-ce qu'aussi ils ont été déçus par leurs alliés de la junte? Est-ce qu'ils pensaient que le pays était mieux tenu? Comment vous expliquez? Est-ce qu'il y a eu un problème de compréhension? Non, je ne pense pas. Ils sont d'abord faibles. Ensuite, on l'a vu, parce qu'ils ont quand même pris quelques pâtés. Là, je me souviens, c'est en 2024 qu'au nord, ils ont été vraiment le groupe Wagner à l'époque. Hein, ils ont été piégés, laminés, piégés, etc. Donc, ils n'ont pas, en plus, si vous voulez, il faut bien prendre en considération le fait que la Russie, quand même, elle n'est pas très en forme. Elle mise tout sur sa guerre en Ukraine. Donc elle essaie bien sûr d'étendre son influence en Afrique. Là, on l'a vu avec l'établissement de ce corridor logistique qui n'est pas anodin. Elle a pris des tas de contacts avec alors le Niger aussi, avec le Togo, elle essaie la Guinée équatoriale, etc. Il y a des émissaires du Kremlin qui s'y rendent. Et comme l'a dit justement André, il y a aussi cette histoire d'exploiter les richesses, évidemment. Et de toute façon, il n'y a pas que la Russie. Hein. La Turquie aussi est là-bas. On a dit que la Turquie, il y avait des éléments turcs dans la garde rapprochée de Assimi Goïta, d'une sorte de Wagner turc qui a des miliciens qui sont en train d'émerger. Ils sont là depuis longtemps. Je pense ça ne doit pas être phénoménal comme quantité. Mais il y a des Turcs aussi. Il y a des relations avec les Turcs, parce que les Turcs vendent des drones au Mali et à d'autres pays africains. Donc les Russes, ils essaient de maintenir la course, mais ils sont quand même en difficulté. Vous voyez par exemple, rien que si on cite les exportations russes d'armes à l'étranger, la part dans les exportations russes d'armes à l'étranger, c'était 21% avant la guerre, c'est 6%, 6,7% aujourd'hui, avant la guerre en Ukraine, je veux dire. Sûr, ouais. Donc vous voyez, ça les a affaiblis, cette guerre en Ukraine, ça leur pompe tout leur matériel, tout leur matériel militaire, et c'est peut-être pour ça aussi, ils ne pourront pas envoyer, même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas envoyer énormément d'hommes au Mali, parce donc que... c'est un signe de la fragilité de la Russie. Et si on regarde la balance commerciale entre le Mali et la Russie, j'ai regardé les chiffres, le Mali exporte à peu près pour 4 milliards en Russie, alors que la Russie, c'est pour plus de 20 milliards qu'elle exporte au Mali. Donc la balance commerciale leur est tout à fait favorable. Je pense aussi qu'il faut avoir si ce n'est une réflexion, en tout cas une pensée pour les populations elles-mêmes, parce que ce sont les gens, notamment de Bamako, qui souffrent de ce blocus et de ce début de blocus. Et puis il y a d'instaurer la charia aussi. L'essence qui ne vient plus, l'électricité est beaucoup fabriquée à partir du mazout, et donc c'est un véritable souci. Mais surtout, le Mali connaît, je crois que ça doit être a connu 5 coups d'État. Depuis les années 60, ce qui nous met assez loin de l'euphorie de l'indépendance. Et on pourrait se poser aussi la question sur comment en est-on arrivé là? Michel Galli, oui, l'inquiétude des Maliens, parce que c'est vrai que peut-être qu'ils se retrouvent pris entre deux feux, là. Oui, il y a aussi, si je peux dire, un tiers parti, c'est le cas de le dire, c'est les partis politiques qui ont été interdits, d'ailleurs, dans tous les pays du Sahel, de la soi-disant Alliance du Sahel. Et donc, ils sont quand même organisés, ils sont en train de penser, et ils sont peut-être aussi une alternative civile. Alors, dans ces pays, comme vous l'avez dit, c'est des pays quand même de gouvernement militaire depuis les indépendances, en 1960, au Burkina aussi, au Niger aussi. Donc, cette société civile et ces partis politiques, ils sont une alternance possible, mais vraiment faible quand même par rapport aux divers gouvernements militaires qui se sont succédés. Oui, Adeline, sur l'avenir effectivement du Mali, là, qui s'annonce, peut-être une ouverture démocratique, mais très aléatoire. Oui, et quand on regarde les chiffres, je reviens aussi sur la population du Sahel dans son ensemble. Quand on regarde les chiffres du nombre de personnes qui sont tuées depuis 2022, c'est plus de 10 000 personnes par an dans le Sahel, en raison de l'activité des djihadistes sur place. Et là, je compte à la fois les soldats de la junte et des armées régulières, les civils, évidemment, et les terroristes. Donc, on voit mal, finalement, comment la situation pourrait tout d'un coup
s'améliorer sans vivre une certaine propagation aussi de ce qui est en train de se passer au reste de la région. Et Michel Galli, vous soulignez aussi le fait que la junte aurait choisi plus le Maroc que l'Algérie et ça aurait précipité ces ennuis, on va dire? Effectivement, oui, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Alors, ils ont effectivement refoulé, comme tout le monde sait, l'armée française, toutes les armées occidentales, la MINUSMA, qui avait quand même 12 000 hommes, la force des Nations Unies. Ils se sont fâchés avec des voisins aussi importants pour eux que l'Algérie, hein, où il y a 1200 km de frontières. Ça, c'est une erreur majeure. Ils se sont mis à dos aussi tous les pays côtiers. Par exemple, la Côte d'Ivoire, hein, la population a des sympathies pour eux, certains, hein, la jeunesse. Hein, mais alors, les gouvernements ont fait une sorte d'encerclement, vous voyez. Et l'Algérie, c'est un pays très important qui soutient tous les mouvements djihadistes depuis longtemps, en préférant les avoir à l'extérieur qu'à l'intérieur, évidemment. Est-ce que c'est la fin de l'AES? Vous l'avez cité tout à l'heure, alliance entre les pays du Sahel. Donc on a le Mali, le Niger, le Burkina. On peut craindre un effet domino, André? C'est pas impossible, mais c'est difficile de le dire si vite. Il faut voir qu'est-ce qui va se passer avec les Russes. Les Russes vont essayer évidemment de sauver les apparences. Ils sont très présents en ce moment sur les réseaux sociaux. Ils multiplient les vidéos, même si elles sont fausses. Mais effectivement, ça va avoir malgré tout, ça va obliger quand même le Niger, le Burkina Faso à revoir quand même ce qui se passe avec ces Russes, à obtenir peut-être davantage de garanties. Mais moi, fondamentalement, je pense que cette présence russe est une illusion pour eux. Évidemment, ce sont des juntes, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est à la fois la force des juntes, c'est la force des militaires, et c'est leur faiblesse, car ils ont peu d'appui finalement. Et donc c'est aussi ce recours aux Russes, c'est un petit peu une dernière carte qu'ils jouent, et je ne vois pas très bien ce qui va se passer pour la suite. Imaginez la faiblesse des Russes, pour rappeler la faiblesse des Russes, quand même, quand il y a cet attentat suicide contre le ministre de la Défense, M. Camara, donc où il va perdre la vie, on l'a dit, et sa famille, etc. Il paraît que c'est quand même un camion qui a dévasté sa maison, les maisons autour, enfin ça devait être probablement chargé d'explosifs. Donc on comprend mal comment les Russes, s'ils sont là, on l'a dit, ils sont faibles en renseignement, mais pourquoi ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu, et pourquoi sa maison n'était pas davantage protégée. Donc ça montre sa faiblesse. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il était déjà un petit peu écarté, lui, Camara. Alors que c'était l'homme des Russes, il était un peu écarté au profit de celui des services secrets, Monsieur Koné. Et on ne sait pas finalement ce numéro 3, l'homme des services secrets, c'est quand même un personnage important. Où il est? On l'a pas vu, lui. Les services secrets qui n'ont rien vu venir. Qui n'ont rien vu venir. Alors, beaucoup de questions. Merci infiniment d'être venu dans Allons-y Franco. Et bien sûr, on va continuer de parler du Mali, notamment dans notre journal Afrique.